C'est Louis Gilbert et aujourd'hui on va voir les différentes formes de l'État. C'est parti. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'État et plus exactement dans un premier temps la notion d'État, où elle est arrivée, quand elle est arrivée. Donc la notion d'État apparaît au XIIIe siècle grâce aux juristes du roi. Ces juristes du roi se sont appuyés sur deux éléments pour fonder la notion d'État, le digeste, qui sont des codes romains, et le mouvement nominaliste, qui est la possibilité de définir toute chose en ce monde. En s'appuyant sur ces deux éléments, le digeste et le mouvement nominaliste, ils ont pu créer la notion d'État qui a amené à la naissance de l'État. Néanmoins, même si une notion d'État apparaît, il est nécessaire d'accumuler trois éléments qui sont juste ici pour définir un État. Le premier élément, c'est qu'il faut une population. C'est des individus vivant sur un territoire de cet État. Le deuxième élément, c'est qu'il faut un territoire, donc une zone géographique limitée, qui soit terrestre, maritime, aérien. Il faut enfin accumuler un troisième élément qui est la puissance publique. Ce sont des pouvoirs politiques organisés. Ce sont par exemple notre centre exécutif. Ces trois éléments accumulés nous permettent d'établir qu'il y a un État. Néanmoins, un dernier élément a été ajouté, c'est qu'il faut que cet État doit être reconnu par les autres États. S'il n'est pas reconnu par les autres États, même s'il a une population effective, un territoire et une puissance publique, si les autres États ne la reconnaissent pas, alors ça ne peut pas être un État. Maintenant qu'on a vu la notion d'État et les trois éléments caractéristiques fondant un État, plus la reconnaissance par les autres États, il faut maintenant définir les trois autres formes d'État. Pour commencer, l'État unitaire. C'est la centralisation du pouvoir avec une seule organisation à sa tête. Il faut bien distinguer deux types d'agents. Les agents déconcentrés et les agents décentralisés. Les agents déconcentrés sont les seuls à être dans un État unitaire. Les agents décentralisés ne le sont pas. Dans les agents déconcentrés, on peut retrouver par exemple le préfet. Le préfet, ce sont par exemple, il a comme mission, c'est un agent relais entre le pouvoir central et les collectivités territoriales. C'est donc un agent de l'État. Il n'a pas de personnalité morale puisqu'elle n'est pas distincte de l'État. Ce que j'entends par là, c'est que si on engage sa responsabilité, on engagera la responsabilité de l'État, pas sa propre responsabilité. Il n'est donc pas autonome en tant qu'agent de l'État. Il exerce ses compétences administratives envers le pouvoir central, donc il est lié au pouvoir central, et ses compétences sont temporaires et révocables. Par exemple, le préfet il est nominé en Conseil des ministres, et le Conseil des ministres peut lui retirer ses compétences, qui sont donc temporaires et révocables. À la différence du coup de l'agent déconcentré, on a l'agent décentralisé, qui sort de l'État unitaire, et l'agent décentralisé, ce sont les collectivités territoriales par exemple. Ce ne sont donc pas des agents de l'État, elles ont une autonomie, donc elles ont une personnalité morale distincte de l'État. Elles bénéficient d'un transfert de compétences administratives, mais vu que ce transfert de compétences n'est pas temporaire et révocable, vu qu'ils sont autonomes, dans ce cas-là, ils le gardent dans la durée. Ils ont un statut juridique et des devoirs différents de l'État, ce qui permet d'engager leurs responsabilités, vu qu'ils agissent sur des actions différentes de l'État. Et cette possibilité, ces devoirs différents, leur donnent la capacité de, par exemple, recueillir l'impôt. Ce qu'il faut noter, c'est que ces agents décentralisés, ce mouvement de décentralisation, arrive avec les lois Defferre de 1982 et de 1983. On l'a intégré à la Constitution par révision constitutionnelle le 28 mars 2003 et on peut le retrouver à l'article 72 de la Constitution. Pour ce qui est de l'État fédéral, on dit que l'État fédéral est soumis à un double droit entre l'État fédéral et les États fédérés. On va prendre par exemple les États-Unis. Les États-Unis sont composés donc de 50 États. On les appelle les États fédérés. Et chaque État fédéré ont des institutions comme le gouvernement, le Parlement et la justice. Chacun de ces 50 États ont donc une constitution et un système unique. Néanmoins, ces 50 États ont voulu mettre en commun un système, pour mettre en place un système en commun. Par des représentants donc, de ces 50 États, ils ont trouvé un moyen de mettre leur système en commun, qu'on appelle l'État fédéral. L'État fédéral est en tel quel géographiquement n'a pas de territoire propre. Donc cet État fédéral a donc quand même des institutions, un gouvernement, un parlement, une justice, qui sont répartis entre les États fédérés. Cet État fédéral donc a une constitution et pour mettre en place un système commun.
Ce système en commun a pour but de mettre en place une règle universelle entre ces systèmes uniques des États fédérés. C'est la solution qu'ont trouvé ces 50 États, ces États fédérés. Ils ont mis en place l'État fédéral. Et donc l'État fédéral qui a une constitution permet d'englober le tout et de poser des limites aux constitutions de chaque État fédéré. Ensuite, il faut noter que l'État fédéral a des compétences différentes de l'État fédéré. L'État fédéral donc a des compétences en affaires internationales et des compétences monétaires et commerciales. On appelle ces compétences des compétences d'attribution, parce que l'État fédéral doit ses compétences aux États fédérés, parce que c'est les États fédérés qui l'ont attribué ces compétences à l'État fédéral. On parle donc de double droit, puisque les citoyens sont donc soumis aux États fédérés, à la constitution des États fédérés, et en même temps à la constitution de l'État fédéral. Ce qui explique donc que l'État fédéral est compétent dans une matière spécifique, donc affaires internationales et compétences monétaires et commerciales, donc une hiérarchie de compétences, et en dessous on retrouve les États fédérés qui ont une compétence sur tout le reste. On appelle ça des compétences de principe. On peut voir ça comme une question de hiérarchie. Les États fédérés ont donc une compétence sur tout le reste, à part les affaires internationales, les capacités monétaires et commerciales, et juste au-dessus, où l'État fédéral a des compétences en affaires internationales, capacités monétaires et commerciales, et on appelle ça des compétences d'attribution. Ce qu'il faut noter enfin, c'est qu'un État fédéral, comme je l'expliquais, retire les compétences internationales aux États fédérés, à la différence d'une confédération qui laisse aux États fédérés des capacités et des compétences aux affaires internationales, des capacités monétaires et commerciales. Une confédération laisse bien ses compétences, alors que l'État fédéral les retire pour se les privilégier et pour qu'elles soient unique possesseur de ces compétences. Enfin, on peut retrouver l'État régional ou autosomique. C'est donc un État très décentralisé, où on peut le retrouver ici. C'est le même concept que les agents décentralisés qui sont autonomes sur certains domaines. Une ou des régions peuvent voter des lois au niveau national, ce qui explique ce niveau de décentralisation. Ils ont la capacité et l'autonomie pour voter des lois au niveau national. Ils peuvent avoir du coup un statut différent, mais qui doit être approuvé par le pouvoir central. Donc ces régions ont une autonomie différente entre elles. Une région peut voter donc des lois au niveau national et une autre ne peut pas les voter. Néanmoins, il ne faut pas mélanger l'État régional ou autosomique au vu de ses compétences et autonomie avec l'État fédéral pour 4 raisons. La première, c'est que ces États régionaux n'ont pas d'ordre juridictionnel propre, à la différence des États fédérés par exemple, qui ont du coup cette autonomie. De plus, le juge agit au nom de l'État, pas de la région, à la différence encore des États fédérés, où la justice agit au nom de l'État fédéré. Alors que là, la justice agit pas au nom de la région, mais elle agit toujours au nom de l'État. Les juges représentent l'État. Troisièmement, il n'y a pas de constitution propre, à la différence des États fédérés. Quatrièmement, les institutions sont décidées par le pouvoir central. Elles ne sont pas créées par l'État régional, comme pouvaient le faire les États fédérés, en créant par exemple des institutions grâce à leur constitution, puisque je rappelle que l'État régional n'a pas de constitution. De fait, l'État régional ou autosomique, comme on appelle, est littéralement soumis au pouvoir central et impose ses institutions. Sa seule vraie compétence, c'est de pouvoir voter des lois au niveau national. Merci d'avoir regardé la vidéo. Peace. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je vais vous dire à la fin? Petite connerie comme d'hab. C'est drôle en ce moment, du coup, tout le monde me soutient avec mes débuts sur YouTube, que ce soit ma famille ou mes amis, donc c'est une grosse dédicace à eux tous. J'espère que mes vidéos vous aident un peu, que ce soit étudiants ou autres personnes qui souhaitent apprendre le droit constitutionnel en particulier, du coup. Je sais pas trop quoi dire d'autre. J'espère que vous allez bien, que la famille va bien, que les amis vont bien, que tout le monde va bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et
on se revoit dans d'autres vidéos. Allez, peace. Ah non, non. Vive le droit.